Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une problématique d'une grande importance, les ressources extractives au Sénégal et la nécessité d'une bonne gouvernance adéquate pour leur exploitation. Le Sénégal, en vue d'assurer cette gouvernance, a entrepris plusieurs réformes et s'est doté d'outils permettant d'exploiter les matières premières de manière responsable. Cependant, il est essentiel de souligner que le succès de ces activités dépend de l'engagement des populations locales vivant dans les zones concernées. La transparence constitue donc un pilier fondamental. Dans un instant, notre reportage vous dévoilera les enjeux majeurs liés à l'exploitation des ressources naturelles au Sénégal. Et pour apporter un éclairage approfondi sur ce sujet crucial, nous sommes avec Eliman Abikan, président du think tank Lex Africa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et on se retrouve sur ce plateau, juste après notre reportage. Il est signé Eva Sagna et Cherndao. Le Sénégal dispose de diverses ressources naturelles. Le premier lingot y est apparu en 2009. Des ressources minières et autres ressources extractives y sont aussi exploitées. Le pays de la Teranga est également producteur de gaz et d'hydrocarbures, des ressources qu'il s'apprête à exploiter. Il y a d'autres types de ressources, dont les phosphates dans la région de Thiès et dans la région de Matam. Il y a le zircon dans la région de Ziguinchor et la région de Thiès aussi, qui sont exploités par d'autres compagnies. Et il y a d'autres types de minerais qui sont aussi exploités, soit dans les carrières pour la construction ou dans d'autres secteurs. Pour les ressources pétrolières et gazières, les découvertes confirmées datent de 2014, même si déjà en 2003, une autre compagnie avait commencé à exploiter le pétrole dans la zone de Gadiaga. Donc, ce qui fait que le Sénégal se place de plus en plus parmi les pays riches en ressources naturelles, même si en termes de contribution dans le PIB, pour le moment, ne permet pas de qualifier le pays comme pays minier. Dans le domaine minier, nous avons des activités d'exploitation extractive. Et l'activité la plus connue maintenant, c'est le domaine de l'exploitation aurifère, faite par des sociétés industrielles, mais aussi il y a les populations locales qui aussi exploitent l'or en utilisant des techniques artisanales. C'est pourquoi on distingue l'exploitation industrielle de l'exploitation artisanale. Donc voilà les deux grands types d'exploitation pour ce qui concerne les ressources aurifères. Toutefois, la découverte et l'exploitation de ces ressources doivent obéir à une étape importante, celle de la gouvernance des ressources extractives, un sujet crucial. En la matière, le Sénégal a adopté plusieurs réformes. Ils ont revu le cadre juridique et institutionnel du secteur minier en révisant le code. Ensuite, il y a eu l'élaboration de nouvelles autres lois ou politiques dans le secteur, telles que la loi sur le contenu local, la révision du code pétrolier, l'adoption de nouveaux codes gaziers, parce que le Sénégal n'en avait pas et a pris l'option de séparer le code pétrolier du code gazier, l'adoption de la loi sur le partage des revenus pétroliers aussi ou issus des hydrocarbures et tout autre arsenal qui vise à renforcer la gouvernance telle que l'accès des informations sur les bénéficiaires effectifs, etc. Ensuite, pour maximiser les ressources, le Sénégal a opté pour un développement du contenu local, ce qui fait que dans tous les deux secteurs, que ce soit des hydrocarbures ou des secteurs miniers, le Sénégal a élaboré une loi sur le contenu local. Mais la gouvernance, ce n'est pas que le cadre juridique et institutionnel, c'est aussi d'autres instruments tels que l'ITE qui permet de mettre à la disposition des populations les données du secteur, mais aussi c'est dans la pratique, c'est de pouvoir consulter les populations en toute matière,
Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Je veux citer ici le comité national de suivi du contenu local. On sait très bien que le contenu local, c'est aussi pour voir comment les entreprises sénégalaises peuvent tirer profit de l'exploitation du pétrole et du gaz. C'est ce qu'on appelle notamment le contenu local. Et avec tous les marchés qui seront là, les retombées vis-à-vis des entreprises nationales. Et donc là-dessus, ce sont des bonnes initiatives. Maintenant, il faut aller dans le suivi. Il y a également ce qu'on peut appeler la loi sur la répartition des recettes qui a été prise aussi. Donc, cette loi dit quoi ? Au moins 10% des recettes sont versées dans un fonds intergénérationnel qui sera géré par le fonds 6, le fonds souverain des investissements stratégiques. Ce fonds-là donc, est destiné aux générations futures. On va dire au plus 90% de ces recettes-là iront dans le budget cette fois-ci pour diversifier, en tout cas être investis dans les différents secteurs de l'économie sénégalaise, que ce soit l'industrialisation, l'économie, la pêche, les infrastructures, etc. Donc ça, ce sont un certain nombre d'outils de manière ramassée qui permettent de dire quand même que l'État du Sénégal s'est préparé et s'est doté d'un certain nombre d'outils quant à la gouvernance des ressources naturelles. L'exploitation de certaines de ces ressources, telles que les minéraux comme l'or, requiert une étude en amont. L'objectif est d'atténuer les impacts négatifs sur l'environnement. Si maintenant la société qui faisait l'exploration trouve qu'il y a il y a un gisement intéressant, exploitable industriellement, ils vont maintenant passer à l'étape suivante, qui consiste maintenant à mettre en place tout le dispositif qui leur permettra d'exploiter, à savoir la construction de la mine elle-même, l'acheminement du matériel, la construction du site où les employés vont vivre, ce qu'on appelle la base vie, mais aussi, au besoin, ça dépend des types de minerais, l'aménagement de voies. Maintenant, avant que l'exploitation ne commence, il y a ce qu'on appelle l'étude d'évaluation environnementale et sociale qui va se faire, l'étude d'impact. Et cette étude d'impact-là va d'abord faire le point, ce qu'on appelle l'établissement de la situation de référence. Qu'est-ce qu'il y avait avant que l'on commence à exploiter l'or, par exemple? Le pays s'est doté de plusieurs outils d'exploitation de certaines matières premières. Diverses activités tournent autour et ne peuvent se faire sans l'implication des populations qui vivent autour des lieux. Ce qui est fondamental pour les communautés, c'est d'abord comment leurs droits, aussi bien sociaux, économiques et culturels, sont pris en charge par les compagnies. Je disais tout à l'heure que depuis le démarrage de la chaîne de valeur, les communautés doivent donner leur consentement libre et éclairé. Ça, c'est la première chose en matière de droit. La deuxième chose, c'est que les compagnies, les activités minières ont des impacts sociaux et environnementaux et économiques sur les communautés. D'abord, en matière environnementale, c'est une destruction massive de la faune et de la flore. En matière sociale, c'est de nouveaux comportements avec de nouvelles habitudes qui vont naître tout autour de la mine. Si vous prenez les impacts économiques, c'est que l'occupation des terres affecte les activités socio-économiques des populations qui habitent dans des zones. Donc, ce qui fait que finalement, la prise en compte de ces impacts dans les plans de gestion environnementale et sociale reste un élément fondamental de gouvernance concernant ces communautés-là. Ceci nécessite une transparence en la matière. Oui, la transparence, elle est fondamentale. Comment les ressources naturelles vont être gérées? Comment est-ce que l'État du Sénégal va pouvoir garantir la transparence? Parce que de ce point de vue-là, il faut préciser une première chose. C'est qu'il y a eu un référendum en 2016 et
c'est quand même assez particulier pour être signalé. Dans ce référendum, la nouvelle constitution dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et donc ça, il n'y a pas beaucoup de pays africains ou dans le monde où c'est stipulé comme ça dans la Constitution. Alors, les ressources naturelles appartiennent au peuple, ça veut dire que chaque Sénégalais peut demander des comptes à l'État, au gouvernement, quant à la gestion des ressources naturelles. Et chaque Sénégalais a le droit de réclamer des impacts positifs dans sa vie. Et donc ça amène la question de la transparence. Ce qui vous appartient, vous avez le droit de demander que ce soit géré de manière transparente. Et à ce niveau-là, c'est à l'État du Sénégal et au gouvernement du Sénégal également de faire en sorte d'associer l'ensemble des parties prenantes représentatives du peuple sénégalais dans la gestion des ressources naturelles. Le premier défi de transparence est lié beaucoup plus aux instruments d'études d'impact environnemental et social. Généralement, ce sont des documents qui ne sont pas accessibles aux populations qui sont directement impactées, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. La conformité des compagnies à leurs engagements communautaires, y compris dans le plan de gestion environnementale et sociale, là aussi il y a encore des chantiers à explorer. En matière de transparence des revenus, c'est de plus grands problèmes pour le moment en matière de gouvernance, parce que la gestion de ces revenus-là, que ce soit en matière de transparence, que ce soit en matière de redistribution à l'endroit des autres bénéficiaires qui ne sont pas que la compagnie aussi, constitue un défi fondamental. Parce que si vous prenez le secteur des mines, depuis 2009, l'État mobilise de l'argent. Il devait retourner aux collectivités locales 20% dans le cadre du fonds d'appui et de péréquation. Depuis 2016, les compagnies devaient verser 0,5% de leur chiffre d'affaires à l'endroit des communautés dans le cadre du fonds d'appui au développement local. Toutes les compagnies depuis 2003 devaient réhabiliter le sol après exploitation. Donc ce sont des chantiers encore où on n'a pas enregistré beaucoup d'efforts. Les défis dans la gouvernance des ressources sont nombreux. C'est le cas de l'accès au registre, du développement des lieux d'exploitation. Si on a des ressources naturelles qui ne permettent pas d'améliorer les conditions de vie des populations sénégalaises et africaines de manière générale, dans l'éducation, dans la santé, dans l'entrepreneuriat, dans les politiques de jeunesse, ça ne sert absolument à rien. Donc les ressources naturelles doivent être utilisées dans ce sens. Et donc ça, c'est le défi général. Maintenant, un petit peu plus spécifique, il y a des localités où on trouve les ressources naturelles. Ces localités-là ont besoin d'être développées en termes d'infrastructures de santé, en termes d'infrastructures d'éducation, en termes de développement local. Si on prend par exemple le cas du pétrole et du gaz au Sénégal, nous avons un certain nombre de sites, Saint-Louis par exemple, le projet GTA, la région de Fatick, également Kayar. Par exemple, ça, on a constaté que c'est des zones touristiques. Parce qu'il y a des opportunités en termes de tourisme d'affaires, mais en termes de tourisme durable et tourisme balnéaire, on sait que le pétrole avec les changements climatiques peut poser problème d'un point de vue des touristes internationaux quant à le tourisme balnéaire, par exemple. L'image de la destination va changer, il faut adapter. Quel impact ça fera dans les régions où on exploite le pétrole et le gaz? C'est par exemple un thème qu'on a mis en avant et je pense que c'est ce type d'initiative que les populations et les organisations doivent encourager pour pousser l'État à une meilleure gestion, une meilleure gouvernance des ressources naturelles. L'exploitation minière représente plus de 80% des revenus extractifs actuels. Malgré les dispositions du Code minier de 2016, ce n'est qu'en 2021 que le gouvernement du Sénégal a commencé à transférer des revenus miniers aux collectivités territoriales. Selon l'indice de gouvernance des ressources naturelles, les deux secteurs d'hydrocarbures et mines s'établissent dans la plus haute tranche de performance de l'indice. Le secteur des hydrocarbures est de 75 sur 100 pour son secteur minier, dont l'or est l'unique ressource. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec Monsieur Eliman Abi-Kane, président du think tank Legs Africa. Monsieur Kane, d'abord, quelles sont les ressources naturelles prédominantes au Sénégal et quels sont les défis spécifiques inhérents à leur exploitation?
Oui, jusque-là, ce que nous avons, c'est particulièrement l'or en termes de revenus financiers au Sénégal, qui est la ressource la plus dominante. Comme vous le savez, la production d'or a depuis effectivement 2009 beaucoup évolué. Et aujourd'hui, nous en sommes à ce que cette production représente presque 40% des exportations du Sénégal. Donc ça a un peu énormément boosté les exportations. Et ça, c'est une réalité, mais en même temps pas un problème. Ça veut dire que tout simplement, l'or que nous produisons est directement exporté et vendu ailleurs. Et donc il n'y a aucune plus-value en matière de contenu local, de création d'emplois ou au moins d'une économie locale sur une chaîne de valeur aurifère qui existe dans le pays. On extracte et on envoie à l'étranger. Donc après, il y a d'autres ressources comme le zircon aussi, qui est aujourd'hui presque sur toute la plage, hein, parce que c'est pas seulement à Saint-Louis et Ziguinchor. Vous voyez qu'on va vers Louga maintenant avec la zone de Lompoul où il y a des installations qui sont en train de se faire, et c'est toute la côte vraiment où nous sommes riches en zircon, et également le phosphate qui existe depuis très longtemps dans ce pays, et puis d'autres minerais aussi importants. On nous parle même maintenant d'uranium, etc. Donc ces minerais fines qui sont aussi très stratégiques, qu'on commence à développer au pays. Maintenant, il y a aussi les découvertes récentes en matière d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole, qui sont aussi des découvertes importantes depuis 2014, ensuite confirmées en 2016-2017. Aujourd'hui, on a au moins 2 grands projets qui ont commencé à être développés et qui ne tarderont pas à commencer certainement leur production. Il s'agit de GTA que nous partageons avec la Mauritanie au nord, mais également de Sangomar qui est aussi offshore comme GTA, mais un peu plus localisé vers la région de Fatick, etc. Donc voilà un peu, aujourd'hui le Sénégal quand même est un pays où il y a des ressources naturelles qui sont en train ou bien d'être exploité, bien qu'effectivement on n'est pas encore un pays minier, parce qu'on sera premier producteur pour bientôt pour le pétrole et le gaz, mais pour les autres aussi on produit, il y a de nouveaux gisements d'or, etc. Mais on n'est pas encore arrivé à un statut de pays minier, parce que pour arriver à un statut de pays minier selon les critères du FMI, il faut au moins que le secteur contribue à hauteur de 25% du PIB ou bien à 20% des revenus fiscaux. L'exploitation de ces différents secteurs d'activité en termes de ressources naturelles ont commencé, mais quels sont les défis spécifiques inhérents à leur exploitation? Alors, les défis actuels. Oui, ils sont énormes, parce que les défis sont énormes. Les défis sont liés d'abord à la caractéristique donc, de l'économie du secteur principal, c'est-à-dire cette asymétrie qu'il y a entre les grandes multinationales détentrices des capitaux et nos États, comme le Sénégal, qui sont des États à revenus faibles ou intermédiaires selon les classements du FMI, alors qu'ils n'ont pas souvent les moyens et les instruments nécessaires pour tout faire pour que l'exploitation des ressources puisse véritablement d'abord et avant tout profiter aux populations locales. Et cela passe par les contrats, les types de contrats signés. Bon, généralement, c'est les contrats de partage de production, mais qui sont influencés par cette asymétrie, c'est-à-dire que la puissance des multinationales et du capital international pèse beaucoup sur la façon dont le partage des revenus se fait, parce qu'on privilégie plus les risques capital, c'est-à-dire qu'eux, ils mettent beaucoup d'argent pour exploiter, que les risques que ça peut avoir sur les populations, sur l'environnement de façon durable, mais également surtout sur la qualité de vie
et la détérioration des cadres de vie des populations des pays qui sont riches en ressources naturelles. Monsieur Donc Kane, le grand défi... En tant qu'acteur, revenons d'abord sur ce grand défi dont vous voulez parler à l'instant. Oui. Quel est le plus grand défi? C'est-à-dire le grand défi, c'est que les États soient en mesure de se doter des moyens et des instruments nécessaires pour que la grande partie des revenus tirés des ressources naturelles ou bien de la chaîne de valeur qu'on peut construire à partir de ces ressources puissent véritablement bénéficier à l'économie locale et aux populations locales. Et en tant qu'acteur de la société civile, selon vous, quelles mesures concrètes ont été mises en place pour garantir une exploitation responsable et transparente de ces ressources? Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Sénégal, il faut le dire. Depuis quelques années, parce qu'il y a 10 ans, personne ne parlait de ces ressources-là, on entendait juste parler de l'or et du phosphate. Maintenant, il y a quand même, depuis que la société civile s'est intéressée à la question et qu'il y a eu des découvertes qui se sont suivies, des efforts de réforme qui ont été faits. Alors, ça commence par le code minier, par exemple, qui a été changé, parce que l'ancien code qui datait de 1998. Alors, donc, qui a été changé, tout simplement, 2003 je crois plutôt, qui a été changé. Et puis voilà, il y a eu des avancées par rapport à ça, pour améliorer la transparence dans comment on octroie les contrats, mais également pour mieux considérer les impacts environnementaux et également l'implication des populations. Alors, donc, il y a des efforts qui ont été faits également, donc principalement sur le cadre juridique, parce qu'il y a d'autres types de codes qui ont été pris, surtout dans le secteur des hydrocarbures. Le code pétrolier a été aussi changé en 2019, le code gazier également. On a eu une loi sur le partage des revenus du pétrole et du gaz. On a eu également une loi sur le contenu local, adossée à une stratégie également développée sur le contenu local. Et donc voilà, tout ceci, c'est des instruments de gouvernance, la mise en place de COS-Pétrogaz, etc., beaucoup de réformes de Petrosen, etc. Il y en a énormément qui ont été faits ces dernières années, qui contribuent en fait à rendre beaucoup plus visible et beaucoup plus rationnel donc le cadre juridique et réglementaire donc de gouvernance du secteur. Et maintenant, quel rôle crucial des communautés locales dans l'exploitation des ressources naturelles? Voilà, ça c'est la grande question. C'est-à-dire que les lois ne garantissent pas pour autant que le défi de faire bénéficier aux populations de ces revenus soit relevé. Et justement, c'est là qu'il y a c'est ressorti dans le reportage, quelques aberrations liées à la non-application de ce cadre juridique qui existait déjà. Voyez-vous, là où il y a des dispositions de transfert, par exemple, de revenus vers les populations, vers les collectivités territoriales où sont logés les gisements miniers, il y a du dilatoire au niveau de l'État. Il y a même un refus de mettre en application la loi sur ce plan-là, alors que ces revenus bénéficient aux populations locales. Voyez-vous, c'est ça le problème majeur qui se pose, même si c'est un peu insignifiant encore, parce que on aurait pu demander plus de, par exemple, 0,5% des chiffres d'affaires d'une entreprise multinationale qui fait énormément de marge sur l'exploitation de ces revenus dans une localité. Et lors ces 0,5%, on a peine que les entreprises s'exécutent, parce qu'il y a encore des entreprises réticentes, même si l'État les a amenées à signer des accords par rapport à ça. Mais également les fonds de péréquation qui représentent presque 20% des revenus miniers, qui doivent être donc partagés avec l'ensemble des collectivités territoriales sénégalaises, parce que les ressources appartiennent au peuple, donc à tous les Sénégalais qui doivent pouvoir en bénéficier. Donc les retours doivent venir vers cela. Donc là aussi, il y a un problème de mise en œuvre de ces fonds de péréquation-là. Et donc les transferts n'ont pas été faits. Et comme ils l'ont dit, il n'y a qu'un seul transfert qui a été fait depuis que quand même la loi prévoit ces dispositions-là. Donc il y a de sérieux problèmes à ce niveau pour que les populations soient prises en compte. Ce qu'on voyait souvent au niveau des communautés territoriales où il y a des ressources, c'est que les entreprises nous parlent de RSE, de responsabilité sociétale d'entreprise. Mais ça, c'est
c'est peanuts par rapport à ce qu'on peut gagner véritablement de ces ressources-là. En effet, vous êtes du think tank Lex Africa. Quelle est la place qu'occupent justement les communautés dans vos projets et programmes sur la gouvernance des ressources naturelles? Alors, nous travaillons énormément avec les communautés, et spécialement, surtout depuis qu'il y a le pétrole et le gaz, nous travaillons au niveau de Saint-Louis à accompagner les communautés locales qui seront directement ou indirectement impactées. Déjà, la grande communauté des pêcheurs, comme vous le voyez, il y a une raréfaction des produits halieutiques depuis un certain temps, dû certainement à d'autres causes, mais depuis, il y a des restrictions qui sont faites aux pêcheurs d'entrer dans des zones de pêche. Là où il allait pêcher, par exemple, ce qu'ils appellent leur propre champ, parce qu'on se parle de champs pétroliers, mais les champs de pêche des pêcheurs guet-nariers, c'est Diatara, où ils ne peuvent plus vraiment aujourd'hui accéder, parce que tout simplement, il y a des restrictions à ce niveau-là, et on assiste quand même de temps en temps à même des petits problèmes, parce qu'ils ont tendance à forcer les barrières, les limites qui sont mises pour protéger les installations gazières à ce niveau, et alors, donc, il faut que les gardes-côtes interviennent et parfois il y a des altercations. Donc il y a des problèmes par rapport à l'activité de pêche dans cette zone-là. Et donc tout ce qui est lié à la pêche, donc toutes les activités de transformation des produits halieutiques. Donc avec toute cette communauté d'acteurs économiques locaux, nous travaillons. Nous les avons aidés à mieux comprendre, par exemple, l'étude d'impact environnemental du projet GTA que nous avons relu avec des experts, avec même l'État, simplifié, pour le rendre cela au niveau local, et nous les avons accompagnés aussi au niveau de Saint-Louis à avoir leur propre plan d'action de suivi du plan de gestion environnementale du projet GTA. Voilà un peu le type de travail que nous faisons avec les communautés. Et là, nous allons davantage les pousser en partageant avec eux le savoir que nous produisons sur la base de l'observation du secteur en ce qui les concerne, mais également les accompagner davantage à mieux porter leur voix directement pour poser les problèmes auxquels ces populations sont confrontées. Merci M. Kane pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes président du think tank Lex Africa. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.